In our country today, the leading cause of death of American children is gun violence. Gun violence has terrorized and traumatized so many of our communities in this country. And let us be clear, it does not have to be this way, as our friends in Australia have demonstrated. This is a dark time in America. We have a lot of problems, and we're really, really hopeful and prayerful. Prayer is appropriate in a time like this, that the evil can end and this senseless violence can stop. C'est quand même dramatique. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a dit que la première cause de décès des enfants aux États-Unis, c'est les armes à feu. Alors, ça fait réfléchir. Puis vous avez entendu le nouveau président de la Chambre des représentants, M. Johnson, lui, l'invite à prier. Alors, c'est devenu un triste rituel aux États-Unis, jour après jour. Pour eux, nous, on en parle moins souvent, mais il reste que chaque tuerie est accueillie avec consternation, tristesse. Et bon, les élus offrent leurs condoléances, mais on se souviendra de Barack Obama après Sandy Hook, qui avait fait de grandes promesses, mais ça n'a jamais passé. Alors, évidemment, les démocrates voudraient un plus grand contrôle des armes à feu. Les républicains s'y opposent. Alors, comment expliquer que l'État du Maine, un État bien tranquille, ait si peu de réglementation, puisqu'il y a eu des mesures adoptées dans d'autres États et à l'échelle nationale? Mon invité, Francis Landlois, professeur d'histoire spécialisé dans les armes à feu, du Cégep Trois-Rivières, de la Charrée d'Endurant également. Alors, M. Landlois, bonsoir. Bonsoir, Mme Dussault. J'aimerais comprendre d'abord pourquoi le Maine a si peu de réglementation si on le compare aux petites tentatives, aux petites mesures qui ont été adoptées ailleurs aux États-Unis. Dans d'autres États, puis à l'échelle nationale, il y a une loi maintenant quand même au niveau national avec certaines restrictions. Oui, tout à fait. Ceci étant dit, nous, les Québécois, ne pensons pas nécessairement au fait que le Maine, le New Hampshire et le Vermont sont parmi les États les moins réglementés en termes d'armes à feu. Mais aussi, de façon un peu contradictoire, ce sont parmi les États les plus calmes en termes d'homicides par arme à feu et de violence par arme à feu. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins per capita. Mais ceci étant dit, ce sont aussi des États avec des petites populations très armées. Mais bon, il y a une proportion un peu plus grande, si on veut, d'armes à feu qui sont liées à la chasse, à la pratique de la chasse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est, comme vous le soulignez, le Maine, à part le minimum fédéral, n'a pratiquement aucune règle. Mais en ce qui concerne l'utilisation des armes à feu dans le cadre de la chasse, il y a plusieurs règles. Donc, on ne peut pas avoir plus que tant de balles dans l'arme pour aller à la chasse au gibier migrateur, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une dichotomie entre les deux. Mais en même temps, au Maine, est-ce que je me trompe, mais même une arme d'assaut, on peut se promener avec elle. Il n'y a aucune demande de permis, aucun contrôle là, au Maine, là, dans le Maine. Effectivement, c'est un État qui est, comment je peux dire, concealed carry, open carry. Donc, bref, autrement dit, à moins que la personne ait un casier judiciaire, l'État ne va pas empêcher quiconque de se promener avec une arme, qu'elle soit cachée ou non. Évidemment, il y a des endroits comme les bars, notamment, où on ne peut pas aller avec une arme qui est apparente, où il faut un permis spécial, des choses comme ça. Mais sinon, de facto, n'importe quel citoyenne américain qui veut avoir une arme et même la porter peut le faire. Et ça, il y a de plus en plus d'États qui le font aux États-Unis. En même temps, il y a eu je pense qu'au niveau national, il y a ces exigences de vérifier les antécédents psychiatriques, les questions de santé mentale. Il y a ce qu'on appelle en anglais le red flag, le drapeau rouge. Et ce qu'on semble apprendre aujourd'hui, c'est pour le Maine, c'est pas un drapeau rouge, c'est un yellow flag, c'est un drapeau jaune. Et pourtant, même là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, selon vous? Puis expliquez-nous, c'est quoi la différence? Donc, le red flag, c'est quelque chose qui devient obligatoire. Donc, on va aller retirer les armes de la personne. Le yellow flag, il va falloir qu'il y ait plus de... Il faut que la personne soit au minimum dénoncée par quelqu'un. Et ensuite, on retire les armes pour une période qui est courte et on va renouveler donc le mandat ou le retrait des armes. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, oui, le Maine doit appliquer le minimum fédéral. Donc, on fait des vérifications des antécédents judiciaires et psychiatriques. Ceci étant dit,
il y a plusieurs trous, disons, dans ces lois-là. Autrement dit, si quelqu'un va acheter une arme chez un détaillant qui n'a pas une licence fédérale, donc, disons, en bon français, un pawn shop, bien, il n'y a pas de vérification qui est obligatoirement faite. La même chose si de personne à personne, on fait des échanges, on peut obtenir une arme sans vérification. La même chose dans une foire d'armes. Et évidemment, quelqu'un pourrait aller dans un État adjacent au New Hampshire, disons, et obtenir une arme là, même si on ne veut pas que cette personne-là, au Maine, en possède une. Donc, il y a tout ça. Et dernière chose, le fédéral, oui, vérifie les antécédents judiciaires et psychiatriques des gens lorsqu'ils font une demande d'achat d'armes à feu. C'est vrai, mais le problème étant que le fédéral est tributaire de la coopération des États. Donc, certains États résistent à la coopération avec le fédéral, donc n'envoient pas de données pendant des années. D'autres sont simplement négligents ou manquent de moyens. Et donc, peut-être que le Maine, effectivement, n'a pas envoyé les informations nécessaires pour que la vérification soit faite. Mais de toute façon, un fusil d'assaut, un pistolet, un revolver aurait pu facilement être obtenu par la personne qui a commis le massacre qui a eu lieu hier, assez facilement, je pense. En terminant, parce qu'on sait maintenant que ce réserviste a été hospitalisé dans l'État de New York 15 jours cet été avec un discours incohérent, des hallucinations, avec des voix qui l'incitaient à tuer. Après, il a été libéré littéralement dans la nature. Il est passé dans les mailles du filet, c'est le cas de le dire. C'est ça qui rend la chose encore plus dramatique aujourd'hui. Pensez-vous qu'un cas comme ça va finalement amener les élus à une certaine raison? En terminant. Non. Les mailles du filet sont extraordinairement larges. Un des grands problèmes des États-Unis, outre la question des armes à feu, est le retrait progressif depuis les années 80 de l'État fédéral et même à la rigueur des États du support socio-économique envers la population et particulièrement peut-être pas les plus démunis, mais en tout cas les plus vulnérables. Et c'est pas étonnant que cette personne-là ait été internée et relâchée. C'est le genre de choses qu'on fait. On fait ça avec les prisonniers. Et évidemment, les gens se retrouvent en prison assez rapidement. On m'informe qu'il y a une opération policière en ce moment à l'ancienne ferme familiale. C'est toute la famille depuis des générations. Mais ce sont des images en direct, mais je pense qu'au-delà de ça, on demande aux journalistes de ne plus diffuser d'images. Son grand-père avait cette ferme. Puis dans les textes qu'on a plus aujourd'hui, on disait qu'elle était dans un état assez délabré. Alors, Francis Landlois, merci beaucoup. Peut-être qu'on y reviendra au cours de l'émission quand on aura plus d'informations. Merci beaucoup de votre expertise. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.